Si on veut s'intéresser au phénomène ovni de manière à la fois nouvelle et peut-être pertinente, hein, il faut réfléchir au sens qu'on donne au mot réalité. Parce que ça fait plus de 70 ans qu'on bute sur des explications liées à ce phénomène qui est très mystérieux, étrange, insolite. Il y a quand même des observations parfois qui sont vraiment très bizarres. Hein. C'est Michael Lecomte qui cite des cas d'observation où l'ovni qui est décrit, et pas qu'une fois, hein, il ressemble à tout sauf à une machine qui peut voler dans les airs. Hein. On a l'impression d'une machine qui sort de l'esprit d'un illustrateur qui a peut-être un peu bu, ou en tout cas un peu délirant, avec des tôles et des boulons rouillés, une échelle de corde qui pend. Michael Lecomte dit qu'il y a même une certaine poésie parfois dans ce qui est décrit, tellement c'est improbable, quoi. Vous avez des cas assez nombreux pour être mentionnés. Vous avez dans un groupe de 3 témoins, 2 qui voient quelque chose, 1 qui ne voit rien. Et il y a quelqu'un qui est rentré sur le parking, qui est passé à côté, comme si elle ne le voyait pas. Elle est allée vers l'engin et elle a tourné au bout de l'immeuble. Et cette personne m'a dit bonsoir, mais j'ai eu l'impression qu'elle ne voyait absolument rien de ce qui se passait. Plus fort, vous avez parfois 3 témoins qui voient chacun une forme différente au même moment. Quelqu'un du GEPAN me disait il y a quelques années, vous avez eu un cas où vous aviez 3 personnes, une qui voyait rien, l'autre qui voyait une soucoupe volante et la troisième voyait la Vierge. C'est des cas comme ça qui nous font penser que le phénomène est plus complexe. Ça, c'est une apparition au Venezuela que j'aime beaucoup. Il y avait 7 voyants. 2 étaient d'origine communiste, disons, sentier lumineux, oui. 2 étaient normaux, mettons, et les 3 autres étaient chrétiens. Alors, les chrétiens d'origine élevés dans la religion catholique avaient vu la Vierge. Ceux qui étaient middle avaient vu un ange, et ceux qui étaient carrément marxistes ont vu un extraterrestre. On a des témoignages pléthoriques hein, sur des ovnis qui se déforment, qui changent de forme, qui se dissocient, qui se réassocient. Certains témoignages tellement incroyables qu'Aimé Michel avait fini par les appeler les zinzins, les ovnis. Hein. Certains ovnis sont vus s'écraser contre une montagne sans dégâts, quoi, ou pénétrer dans l'eau sans en éprouver la résistance, comme si ces objets n'étaient pas matériels, ou en tout cas ne subissaient pas les lois de la physique. Et là, l'alternative est simple, ou bien on considère que les témoignages portent sur des phénomènes réels, et on est obligé de, j'allais presque dire, de sacrifier la science, ou alors on considère que ces phénomènes n'existent pas, sinon dans la tête du témoin comme une hallucination, et on sauve la science. Et là, le choix, il est vite fait, quoi. Notre science, elle n'est pas fausse, elle a produit des réussites technologiques et théoriques explicatives qui font le triomphe du XXe siècle. Hein. Le XXe et le XXIe siècle, hein, enfin, ce début du XXIe siècle, c'est le triomphe de la science. Il n'est pas question de remettre en question les lois de la réalité physique telles qu'on les a décrites. Mais alors, il ne restait plus de place. Ah oui, mais alors, est-ce qu'elles correspondent à quelque chose, ces lois, alors? Alors, il y a une 3e voie qui s'ouvre, mais à condition de faire quelque chose de très brutal, et je dirais qu'il se met enfin à la hauteur du phénomène et de son mystère, qui consiste à changer de paradigme. L'autre voie consiste à essayer de sortir du paradigme matérialiste de la science. Ce changement de paradigme, il a commencé à s'opérer au début du XXe siècle. Il est issu du champ de la physique. La biologie commence un petit peu à rattraper les choses, mais c'est un changement de paradigme qui provient des sciences elles-mêmes. C'est là la nouveauté. Et ce changement de paradigme consiste à nous dire que la physique de l'énergie-matière, qui repose sur un présupposé, sur une croyance, je dis bien une croyance. Une croyance, oui. La croyance selon laquelle le monde tel que nous le percevons existe en lui-même et par lui-même, objectivement, indépendamment de toute conscience qui peut l'observer. Ce paradigme-là craque de tous les côtés et donne même naissance à des courants chez les physiciens qui abandonnent le terrain de l'objectivisme, du réalisme, du matérialisme, pour celui de l'idéalisme, pour celui d'une physique qui n'est plus celle de l'énergie ou de la matière, et de la matière puisqu'il y a équivalence, mais une physique de la conscience et de l'information. Avec les progrès de la cybernétique et avec des approches qui
dépassait les sciences humaines, la notion d'information, elle s'est désubjectivée. C'est-à-dire qu'un satellite peut envoyer de l'information à un autre satellite sans qu'il y ait là deux personnes qui parlent. Ou bien on peut dire qu'une chaîne d'ADN comporte de l'information. Le concept d'information a éclaté la sphère intersubjective, et à partir de ce moment-là, c'est ce qu'on constate en histoire des sciences, l'information est devenue un concept physique. C'est-à-dire qu'à côté de paramètres comme l'énergie ou la matière, on pouvait aussi traiter l'information comme une grandeur physique. Il y a eu des expériences très importantes. Je ne suis pas physicien, donc je ne vais pas jouer au physicien, mais je suis quand même philosophe des sciences, et je peux en parler en tant que tel, qui ont des expériences en physique, qui ont essayé de comprendre ce qu'était le vide quantique. Le vide, par définition, c'est un état qui n'a pas de particules, qui est à zéro particule. Et ce dont on s'est aperçu, en fait, bien avant le début des années 2000, mais il y a eu vraiment des expériences très importantes faites au tournant du début du XXIe siècle, c'est que le vide quantique, il est tout sauf vide. Oui, le vide n'existe pas en réalité. Voilà, en vérité, le vide, il est gros d'informations. Oui. Et ces informations, elles sont si importantes, elles sont si lourdes de conséquences pour la formation du monde phénoménal, qu'un très grand physicien qui s'appelait David Bohm avait même utilisé cette expression de potentiel quantique du vide. Par potentiel quantique du vide, il entendait par là le fait que le vide est ce qui va produire des particules élémentaires, celles qui rentrent dans la constitution de la matière phénoménale, mais cette production, elle faisait intervenir la conscience, l'observateur, le sujet. Pour Philippe Guillemant, l'information, c'est l'ensemble des intentions émises par un collectif de conscience qui, par excitation du vide quantique, va susciter le monde phénoménal. Donc chez Philippe Guillemant, l'information, c'est des volitions, c'est de la volonté, c'est des intentions. Et ces intentions produiraient le monde phénoménal. On n'est plus dans un cadre matérialiste, on est dans un cadre idéaliste. Idéaliste, ça veut bien dire ce que ça veut dire, en tout cas pour les philosophes. Ça veut dire que le réel, la réalité, au-delà des apparences, au-delà des phénomènes, la réalité est de nature intégralement psychique. Le réel véritable n'est pas fait d'espace et de temps, parce que l'espace et le temps, c'est nous. C'est nous. Le réel véritable, c'est un champ de conscience. Ce qui veut dire que la réalité ne peut pas se passer de la conscience. Il n'y a pas un monde en soi et pour soi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de matière. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de matérialité. Cette table elle existe, je peux taper dessus. Si je me cogne, je vais avoir mal à la tête. Ça ne veut pas dire que la matière n'existe pas. Ça veut dire qu'in fine, tout se réduit à de l'information pour une conscience. Que la conscience que j'ai du temps, et même la perception du monde phénoménal, elle va dépendre du balayage, on peut l'appeler comme ça, par la conscience, d'une quantité finie d'informations, un peu comme lorsque la pointe laser d'un disque dur lit des données, le monde phénoménal apparaît sur l'écran d'un ordinateur. C'est le même principe. Le réel lui-même pouvait peut-être se concevoir, à titre d'hypothèse bien sûr, comme une conscience globale, où toutes les consciences égotiques, les consciences comme la conscience humaine, mais pas uniquement la conscience humaine, la conscience de tout être vivant, était comme un foyer à l'intérieur d'un vaste champ qu'on pouvait se représenter de manière analogique, comme un réseau de neurones. C'est une comparaison. Oui, tout à fait. Liés entre eux par des relations de transmission d'informations. Romuald Le Terrier avait employé l'expression de web cosmique, qui est aussi une analogie intéressante, comme si chaque conscience était un poste émetteur et récepteur d'informations. Le monde que l'on perçoit est un peu comparable à un rêve éveillé, à un rêve collectif. Quelque chose qu'on construit ensemble, qui a donc la permanence et la solidité d'une intersubjectivité. C'est-à-dire un monde qui n'existe que parce qu'il est construit, co-construit par l'ensemble des consciences collectives qui peuplent l'humanité, et peut-être plus que l'humanité d'ailleurs. Je suis en train de vous dire que la réalité est infiniment plus riche que ce qu'on croit, puisque
tout est information. Et que par conséquent, tout est conscience. Du grain de sable à l'étoile, la conscience, elle est partout. Et moi, ce que j'affirme, en tout cas, ce que je soutiens, c'est que c'est plus qu'une avancée, là. C'est le bon cadre pour penser le phénomène ovni. C'est le bon cadre. C'est celui-là et pas un autre. C'est-à-dire que si en dehors de ce cadre, on en reviendrait à une physique de l'énergie-matière qui est absolument impropre à nous permettre de penser le phénomène ovni, ou alors on n'a plus rien. C'est celui-là. Par conséquent, c'est un paradigme indispensable. Quand un ovni laisse sur place un avion, ou lorsqu'il joue avec lui à cache-cache, lorsque parfois il fait le tour de l'avion en montrant des capacités incroyables qui défient nos lois physiques, qui semblent se jouer de la pesanteur, des lois de la cinétique, enfin de tout. Il nous dit, le phénomène ovni, votre orgueil technologique est ridicule. Vous avez placé tous vos espoirs et tout votre crédit dans la réalité de la matière, alors qu'il existe une autre réalité, qui est la vraie réalité, qui est la réalité de l'esprit. Le phénomène ovni, c'est le triomphe de l'esprit sur la matière. Le phénomène ovni touche aux lois les plus intimes. Je ne parle pas uniquement des accélérations et des choses comme ça. Tout peut arriver dans le phénomène ovni. Des choses que notre science ne permet pas de penser. Moi je fais remonter la problématique moderne aux apparitions des bateaux volants, en 1896-97, qui est un... Et les airships, là. Et alors, c'est très curieux parce que quelques années auparavant était paru un roman de Jules Verne, Robur le Magnifique. Robur, dans ce roman, Jules Verne imagine un bateau volant à hélice, oui, à hélice avec des personnages qui parlent, qui boivent du whisky. On les entend chanter dans le bateau. Dans le roman, hein, je parle. Et il y a des témoignages comme ça aux États-Unis, lorsqu'on voit des gens voient des bateaux volants, certains témoignages disent on a entendu des gens chanter sur le bateau. Ils avaient l'air de tenir une bouteille de whisky, comme si le phénomène s'appuyer sur nos représentations. Dans les rencontres rapprochées, il y a un lien à faire entre ce que le témoin décrit et des images qui font référence soit à son univers culturel, soit à sa profession, soit à quelque chose qui lui appartient en propre, qui appartient à son vécu. C'est le patron de bar qui voit un ovni et il s'approche et il voit à l'intérieur c'est un cas, des flippers. Il y a plein de flippers dans son bar. Bon, il se trouve qu'il voit des flippers à l'intérieur d'un ovni. C'est quand même curieux, quoi. Eric Zurkar me parlait des cas italiens de pêcheurs qui voyaient sortir d'une secoupe des humanoïdes avec des écailles. Bon. Vous avez le champignonnier qui voit un ovni en forme de champignon. Vous avez beaucoup de cas où il y a un lien qu'on peut établir entre la profession et ce qui est observé. Comme si le phénomène s'habillait d'éléments qui appartenaient en propre au sujet, au témoin. Moi, je pensais que ces idées-là étaient révolutionnaires, ou en tout cas très, très en avance. Et en fait, je me suis aperçu que ces idées, pratiquement dans les termes où je viens de les énoncer, on les trouve formulées chez quelqu'un comme John Keel. Par exemple, dans un ouvrage qui s'appelle La 8e tour, qui n'a pas été traduit en français, John Keel écrit « Nous sommes face à les dieux des anciens temps ont tenu leurs promesses, ils sont de retour, ils nous mettent un miroir en face de nous, mais ces dieux sont pour nous sans visage. C'est-à-dire qu'en dehors des formes à travers lesquelles ils se manifestent, et dans lesquelles ils puisent nos représentations, hein, avec lesquelles ils s'habillent, on ne sait pas quel est leur véritable visage, quoi. Quelle est leur nature, et pourquoi est-ce qu'ils ont besoin, pourquoi est-ce que ces intelligences ont besoin de s'habiller de nos souvenirs ou de nos représentations pour se manifester. Et là, c'est à mon sens, hein, c'est vraiment peut-être l'aspect le plus fascinant de toute cette problématique. C'est-à-dire que le vêtement de ce phénomène est fait de nos rêves, de nos idées et de nos souvenirs. Là, il y a un choix à faire, un choix, je dirais, théorique. Ou bien on en reste à une interprétation réductionniste. C'est-à-dire qu'on dit, bon ben voilà, les ovnis,
et tout ce qui s'y rapporte, hein, avec les entités dont on témoigne, c'est dans la tête. C'est du psychologique. C'est une voie sceptique, c'est une voie réductionniste qui s'inscrit dans un cadre matérialiste. Et il y a une autre voie, celle qu'on essaye d'ouvrir, qui consiste à dire, et elle est incroyable cette autre voie, qui consiste à dire, ça a à faire avec nous. C'est lié au mode de fonctionnement de notre inconscient, ce qu'on voit, mais ça existe vraiment. Qu'est-ce qui peut rendre raison d'une telle souplesse plastique, d'une telle souplesse morphologique, enfin des formes? Ce qui se manifeste dans le phénomène ovni, c'est la source même de notre monde. La source même de notre monde. C'est ce qui produit notre monde matériel. Parce que ce qui est à la source de ce phénomène, c'est ce qui produit par son vouloir collectif notre monde. Ce sont les créateurs de notre monde, c'est-à-dire toutes les consciences collectives, hein, qui en même temps sont capables de pénétrer dans ce monde pour mettre le bazar, pour produire des phénomènes, des objets qui sont un défi à toutes les lois physiques. Il n'y a que cette partie de nous-mêmes qui produit le monde matériel qui pouvait à ce point en subvertir les lois de cette manière. Mais c'est cette part divine en nous. Je dis divine pas par référence à la religion. J'espère qu'on comprend bien ce que je veux dire par divine. C'est cette part éternelle, spirituelle, hors espace-temps. Cette part qui nous relie dans le vrai sens du terme. Qui nous relie à la transcendance, mais qui est nous aussi. Mais ce nous qu'on a oublié, qu'on a refoulé. Et il y a quelque chose qui nous dépasse dans le phénomène ovni, mais qui se rappelle à nous. Parce que le phénomène ovni en lui-même, c'est une des définitions que je propose, hein, c'est un symptôme. C'est le retour du refoulé. C'est-à-dire, c'est le retour de l'oubli de cette part spirituelle en nous. Quand on empêche quelque chose de revenir, ça fait retour de manière déguisée, cryptée, et surtout ça fait retour comme un symptôme. Le phénomène ovni est un symptôme, d'un point de vue psychanalytique. Je ne suis pas en train de dire que tous ceux qui voient des ovnis sont des névrosés, c'est plus compliqué que ça. Je me place à une dimension métaphysique. Le phénomène ovni s'est rappelé à notre bon souvenir au moment où nous avions oublié une partie de nous-mêmes, où cette partie avait été au plus loin refoulée, au plus profondément refoulée, notre part spirituelle. Et ce refoulement, il a été accompli par la science matérialiste et par ce qu'elle a produit. C'est un rappel à l'ordre. Et il s'est rappelé à nous sous quelle forme? Sous plein de formes. Hein. Mais là, en l'occurrence, dans la problématique qui est celle du XXe siècle, sous la forme, j'allais presque dire, par où nous avions procédé à l'oubli de la spiritualité. C'est-à-dire sous la forme technologique. D'abord, il a exalté le merveilleux technologique et notre rêve de voyage dans l'espace, de rencontrer d'autres civilisations. Et ça, il l'a exploité à fond, hein, si je peux dire. Mais il a aussi mis en scène, incarné, matérialisé trois grandes angoisses collectives. D'abord, la peur du nucléaire. C'est majoritaire. Hein. Il y a vraiment eu beaucoup de cas de survol d'OVNI. Hein. Certains ne sont pas connus, d'ailleurs. Ensuite, il y a tous ces contactés qui reçoivent des messages d'amour, de paix. Ça, on aurait dû y penser. Hein. Qui deviennent plus mystiques que les mystiques. Qui disent tous, mais il faut protéger la Terre, protéger l'environnement. Ils reçoivent ce message. Et là, c'est par rapport aux peurs environnementales, qui représentent un vrai danger, on le sait. Hein. Et moi, j'interprète maintenant, ça me paraît de plus en plus clair, hein, les abductions, les récits d'abduction qui ont commencé aux États-Unis à la fin des années 70, avec des scènes qui revenaient de manière invariable, des scénarios très 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 proches, hein, de personnes qui se disaient sujettes, enlevées donc, hein, sujettes à des manipulations génétiques, on parlait même d'hybridation, un travail sur leur génome. Moi, je mets ça avec l'angoisse du transhumanisme et des manipulations génétiques qu'on est capable maintenant de faire à bas coût. Hein, on est capable de toucher au génome. Hein. Si on plonge plus dans l'analyse de ces cas, on s'aperçoit qu'ils utilisent la structure de notre inconscient. On a trouvé des cas qui avaient tous, je dis on avec Éric Zurker, cette saveur onérique. C'est-à-dire qu'il y a un détail qui paraît, on a l'impression vraiment que c'est une scène qui est rêvée. Ce sont des rêves qui se matérialisent, strictement, qui ont tout de la grammaire de l'inconscient, et le moteur, là je vais répondre à ta question, le moteur de ces
mise en scène, c'est un phénomène très connu qu'on appelle le déplacement. C'est ce que Freud et d'autres ont montré, hein, c'est que notre inconscient fonctionne selon un langage qui lui est propre, à partir d'images, comme un rébus, en suivant une logique qui est une logique où un élément va être déplacé. Qu'est-ce qu'on appelle le déplacement ? C'est l'histoire, c'est ce que je raconte moi à mes élèves, hein, c'est l'histoire de la jeune fille qui rêve d'un chien qu'elle voit. C'est de Freud, hein, qu'elle voit dans un parc. Ce chien, tous les jours, elle est dans un parc en train de lire sur un banc. Le chien passe devant elle, se tourne et lui sourit. Et elle raconte ça au psychanalyste, qui finit par comprendre qu'en fait, le chien évoque par déplacement le maître. Le maître n'apparaît pas dans le rêve. Hein. Le maître, c'est un beau jeune homme dont la jeune fille était tombée amoureuse. Le déplacement, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez un détail insolite qui est mis pour autre chose. On déplace le vrai sujet d'un rêve ou d'un discours parce qu'il est masqué. Mais en vérité, c'est là où ça se joue. Le phénomène ovni, en tout cas dans les rencontres, hein, utilise, mais de manière manifeste, globale, massive, la grammaire de l'inconscient. Ça ne signifie pas que nous soyons la source d'hallucination. Parce que quand on raisonne comme ça, on est encore dans un cadre matérialiste. Dans toute la phénoménologie ovni, il y a une donnée incompressible et incontestable, c'est que le phénomène, dans des cas bien référencés, plus nombreux qu'on le dit, hein, laisse des traces matérielles. Des traces au sol, des échos radars qui sont captés par les systèmes de détection radar. Vous avez des témoins qui vous disent, hein, il y a des cas comme ça, hein, qu'ils ont pu toucher soit des êtres, des entités qu'ils ont vues lors des rencontres rapprochées de type 3, ils les ont touchés, c'était matériel, ou bien ils ont touché parfois des engins, alors parfois c'était chaud, parfois c'était froid. On a même des cas bien référencés, bien enquêtés, où vous avez des productions, enfin des effets matériels, soit sur l'environnement biologique, soit sur le témoin lui-même. Et c'est parce que le phénomène laisse des traces, c'est parce qu'il accroche des écho-radars, qu'on n'est pas dans le réductionnisme psychologique. Sinon, depuis tout à l'heure, je vous dirais, tout ça, c'est des phénomènes psychologiques. C'est parce qu'il y a des traces qu'on est dans la voie métaphysique, c'est-à-dire dans la voie objective, la voie qui fait du phénomène plus qu'une hallucination. C'est pas une hallucination, c'est une affaire, c'est une question de métaphysique. S'il n'y avait pas de traces, s'il n'y avait pas d'écho-radar, je vous dirais tout ça c'est dans la tête. Il faut aller voir des psys. C'est pas ça que je vous dis. Hein. Je vous dis le phénomène est réel. C'est réel. C'est-à-dire que au sens où c'est matériel. C'est ça qu'il faut bien comprendre, parce que sinon vous allez être encore une fois dans l'idée que je parle d'hallucination. Ce sont nos angoisses, mais qui proviennent de cette part de nous-mêmes, encore une fois, dans le modèle que je propose, qui est spirituelle, qui est hors espace-temps. L'être humain, le moi, lorsqu'il menace par le nucléaire ce monde, ben, il menace quelque chose qui ne lui appartient pas. Parce que ce monde, il ne nous appartient pas. Ce monde, il n'est pas notre œuvre. Ce monde, il est l'œuvre de la part divine de chacun d'entre nous. Le phénomène nous place, nous met une partie de nous-mêmes, de nos rêves, de nos espoirs, de nos cauchemars aussi, de nos peurs, il nous le met en face. Tout le problème est de savoir si on pourra aller de l'autre côté du miroir. C'est-à-dire du côté de ceux qui nous placent face à ce miroir.